Nous nous posons la question depuis presque un an. Qu'est-il arrivé à Melissa Casillas? Une blessure par balle. Une balle a traversé son crâne. Une arme à feu, même retrouvée à proximité. Mais voici le plus surprenant. Le médecin légiste refuse de dire s'il s'agit d'un meurtre, d'un accident ou d'autre chose. Le rapport officiel d'autopsie vient tout juste d'être publié. Et nous allons tout vous expliquer maintenant. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law & Crime. Je suis Jesse Weber. Nous avons attendu, nous avons observé et enfin, nous avons des réponses. Ou est-ce vraiment le cas? Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé des circonstances mystérieuses entourant la mort de Melissa Casillas, une épouse, une mère, assistante administrative de 54 ans, dans l'un des laboratoires de sécurité nationale les plus sensibles au monde, le Laboratoire national de Los Alamos. Elle a disparu en juin 2025. Et presque un an plus tard, des randonneurs ont retrouvé ses restes dans une zone reculée et désolée de la forêt nationale de Carson. Et maintenant, enfin, le rapport d'autopsie a été publié. Une blessure par balle à la tête, une balle qui a traversé son crâne et une arme à feu retrouvée près de son corps. Mais c'est là que les choses se compliquent. Le médecin légiste a conclu que le mode de décès était indéterminé. Donc, ni homicide, ni suicide, ni accident. Enfin, au moins c'est certain, c'est indéterminé. On ne sait pas. Cela va ouvrir un tout nouveau chapitre dans cette affaire parce que la famille de Melissa, eux, ils n'acceptent pas ça. Ils croient qu'elle a été tuée et ils ont des preuves qu'ils ont trouvées et que les forces de l'ordre apparemment n'ont pas trouvé. Ce dont nous allons parler un peu. Mais qu'est-ce que l'autopsie nous révèle réellement? C'est ce que nous allons voir. Mais d'abord, laissez-moi vous donner rapidement les circonstances entourant la mort de Melissa Casillas. C'est tellement étrange. Parlons-en dès le début. Selon NBC News, son mari, Marcus Suss, qui travaillait également au laboratoire, aurait apparemment dit aux enquêteurs qu'elle l'avait déposé au laboratoire ce matin-là et qu'elle avait dit qu'elle se rendait à un autre endroit dans le laboratoire pour accomplir une tâche professionnelle. Le problème, c'est qu'apparemment, elle n'y est jamais arrivée. Au lieu de cela, elle serait rentrée chez elle après s'être rendue compte qu'elle avait oublié son badge. Sa fille l'a vue ce matin-là vers 7h45. Plus tard dans la journée, des membres de la famille sont allés chez elle et ont trouvé son sac à main, ses papiers d'identité et son téléphone portable toujours là. C'est selon la police de l'État du Nouveau-Mexique. Et voici ce qui a vraiment retenu l'attention. 2 de ces téléphones auraient été réinitialisés aux paramètres d'usine, ce qui signifie qu'ils avaient été effacés. Ce même après-midi, le 26 juin 2025, une connaissance de la famille a aperçu Melissa marchant vers l'est sur la route d'État 518. Cela a été filmé par une caméra de surveillance d'une entreprise locale. Et ça, d'après ce que nous savons, c'était la dernière fois qu'elle a été vue de façon confirmée. Le sergent Ricardo Braceta, officier d'information publique de la police de l'État du Nouveau-Mexique, a déclaré à Dateline qu'on l'observe marchant vers l'est sur la NM 518 et portant les vêtements qu'elle portait lors du dernier signalement à Taos Plaza. Il est difficile de dire si elle semble en détresse. Et puis plus rien pendant presque un an. Aucune réponse. La famille a cherché, des bénévoles ont cherché, les forces de l'ordre ont cherché. Melissa, introuvable. Avançons rapidement. Nous arrivons au 28 mai de cette année. Un randonneur a découvert des restes humains dans la région de McGaffey Ridge, dans la forêt nationale de Carson. Et selon la police de l'État du Nouveau-Mexique, une arme de poing a été retrouvée à côté de ces restes, qui étaient réduits à l'état de squelette. Le bureau du médecin légiste a identifié de façon formelle les restes comme étant ceux de Melissa Casillas, grâce au dossier dentaire. Vous vous souvenez peut-être que dans notre dernier épisode, nous avons parlé de nouveaux développements vraiment inquiétants. Selon le LA Magazine, la famille Casillas a engagé sa propre équipe de recherche qui est retournée dans cette zone isolée où ces restes ont été retrouvés. Et selon leur avocat, ils ont découvert des objets qui n'avaient jamais été mentionnés auparavant. Et cela a vraiment attiré l'attention. La sœur de Melissa aurait reconnu son écriture sur ces papiers déchiquetés qui ont été retrouvés. Donc la question est, comment cela a-t-il été? Possible que ces preuves n'aient pas été découvertes plus tôt? Qu'est-ce que cela signifie pour l'enquête? Mais maintenant, nous avons le rapport d'autopsie. Et je veux l'analyser en détail. J'ai un invité spécial, Daniel Brunner, ancien agent spécial du FBI, expert en gestion de crise, chef de l'équipe des opérations tactiques du SWAT du FBI, avec une grande expérience dans ce genre de situation de crise. Je suis vraiment heureux de vous avoir avec nous. J'ai tellement de questions à ce sujet. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Non, c'est un plaisir, Jesse, n'importe quand. Alors, allons droit au but. Ce rapport d'autopsie est enfin sorti. Nous l'attendions depuis un moment. Il y a beaucoup de choses à analyser. Je voudrais commencer par lire directement le rapport. Cela vient du bureau du médecin légiste et il est écrit, je cite, le 28 mai 2026. L'enquêteur médical adjoint de terrain Christopher Martinez a été contacté par la police de l'État du Nouveau-Mexique au sujet de restes squelettiques découverts sur McGaffey Ridge dans le comté de Taos qui avaient été trouvés par un randonneur. Le randonneur s'est arrêté pour profiter de la vue et a remarqué les restes sur un éperon rocheux.
L'emplacement des restes offrait une vue sur les montagnes environnantes. Alors Daniel, commençons par là. Ce randonneur s'est simplement arrêté par hasard et les a vus. Beaucoup de questions ont été posées sur la raison pour laquelle ces restes n'ont été découverts que si longtemps après sa disparition. Et à propos de cet endroit en particulier, qu'est-ce qui vous frappe à son sujet? Écoutez, il y a beaucoup de choses qui n'ont tout simplement aucun sens dans cette affaire. Et vous savez, la position du corps, l'emplacement du corps. D'après ce que je comprends, c'est une zone extrêmement isolée du parc. Ce n'est pas juste au bord de la route. Donc apparemment, selon l'un des derniers témoignages, on l'aurait vue marcher sur les routes du Nouveau-Mexique là-bas, vous savez. Et elle avait un sac à dos. Et puis, tout à coup, elle est maintenant retrouvée dans cette zone extrêmement isolée. Je comprends qu'elle était une randonneuse expérimentée, une chasseuse expérimentée. Mais c'est quand même juste, il y a tellement de questions. Et c'est bien là le problème. Quand il y a autant de questions, ce manque de réponses entraîne d'autres questions, des théories du complot. Donc, et le fait qu'il y ait d'autres scientifiques portés disparus dans la région, et que le gouvernement... Il y a vraiment beaucoup de questions que j'ai. Vous savez, autour de tout ça. Est-ce que cela vous fait penser qu'il est possible que quelqu'un ait déposé ses restes, qu'elle ait été tuée ou soit morte ailleurs, et que les restes ont été transportés là-bas et laissés sur place? Parce que c'est une théorie qui a été évoquée. Oui, écoutez, à ce stade, comme je l'ai déjà dit avec vous, en tant que bon enquêteur, on ne dit jamais que ce n'est pas possible. On ne peut pas dire que ça n'arrivera pas, donc tout est possible, que quelqu'un l'ait amené ici ou non. Mais vous savez, d'après la façon dont c'est décrit, que vous venez de lire, il semble qu'elle ait été assise là, dans cette position, et non pas que son corps ait été jeté. Vous savez, si quelqu'un, vous savez, avait enlevé, et le fait que vous ayez ce qui semble être un trou d'entrée de balle à l'arrière inférieur de sa tête, et l'orifice de sortie au sommet de sa tête. Encore une fois, vous savez, la conclusion était qu'il semble que ce soit une balle qui l'a tué. Mais le mode de décès, qu'il s'agisse d'un homicide ou d'un suicide, restait indéterminé. Alors est-il possible que quelqu'un l'ait amené là et l'ait déposé là? C'est loin pour transporter un corps. C'est une longue distance à parcourir, vous savez, juste pour le mettre dans un endroit isolé. Beaucoup de gens pensent que si vous allez commettre un homicide, il faut se débarrasser du corps ou l'enterrer dans une tombe peu profonde parce que vous voulez vous en débarrasser, vous savez, se débarrasser rapidement des preuves. Et si quelqu'un voulait la tuer, il ne va pas transporter son corps sans vie sur toute cette distance, vous savez, depuis le point le plus proche. Sur cette chaîne, nous parlons de crimes, d'enquête et de justice. Pourtant, une menace reste rarement à la une des journaux. Les informations personnelles qui sont collectées et vendues à votre sujet en ligne. Si je vous disais que votre adresse, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille sont achetées et vendues en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, le vol d'identité et peuvent compromettre votre vie privée. C'est pourquoi j'aime Incogni. Saisissez votre email et Incogni détecte automatiquement où vos données sont exposées, puis envoie des demandes de suppression pour vous. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés indiquant exactement où vos données ont été supprimées et, avec l'abonnement illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles. Et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occuperont du reste. La mise en route ne prend que quelques minutes. Et après une autorisation ponctuelle, Incogni fait le plus gros du travail pour vous. Reprenez dès aujourd'hui le contrôle de votre vie privée. Utilisez mon code spécial pour bénéficier 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le code QR ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent que les enquêteurs. Vous savez, d'après ce que nous avons compris, la première équipe chargée de recueillir les preuves a laissé sur place beaucoup d'éléments de preuve, qui ont été découverts par un détective privé, puis ils ont remis ces preuves supplémentaires. Donc il me semble que l'équipe de la scène de crime, vous savez, celle qui est venue de la police d'État du Nouveau-Mexique, n'a vraiment pas fait du bon travail. Donc ça me pousse aussi à croire qu'ils n'ont peut-être pas vérifié s'il y avait quelqu'un qui avait laissé des traces en entrant. Je sais que ça fait plus d'1 an, mais il pourrait quand même y avoir des preuves matérielles qu'une personne laisse en apportant un corps. Donc, pour répondre à votre question de façon détaillée, je pense qu'elle est probablement morte là-bas. Vous savez, à cet endroit-là. Et vous savez que ce soit un meurtre
ou un suicide. Entrons un peu plus dans les détails. Voici ce qu'ils ont trouvé en arrivant. Citation, les restes squelettiques étaient appuyés contre une pierre, dans une dépression rocheuse, avec le tibia gauche, le péroné, la chaussure Et la chaussette à environ 6 mètres de là. Il y avait une arme à feu près du corps. FDMI Martinez a noté que la main gauche et le pied gauche étaient absents et a également remarqué que les restes semblaient présenter des signes de prédation. D'accord, donc il y a une question maintenant. Évidemment, pourquoi manque-t-il des parties du corps? Est-il possible que des animaux, des charognards dans la région aient fait quelque chose? Ou bien la partie manquante du corps est-elle, d'une certaine manière, liée à sa mort ou à la dissimulation de sa mort? Parce que vous trouvez aussi l'arme à feu près du corps. Qu'est-ce qui vous frappe? Je pense que pour moi, le plus logique, vous savez, quand je mène une enquête, je pars de ce qui est le plus logique et je travaille à partir de là. Je n'écarte rien d'autre, mais je dirais que le plus logique, c'est qu'un animal a probablement emporté de petites parties du corps, et c'est pour ça que le pied se trouve aussi à 6 mètres de là. Pour moi, j'irais plutôt dans la direction la plus probable qu'un animal ait emporté ces parties du corps, vous savez, et qu'il était en train de les manger ou autre, parce que ce corps avait été... Vous savez, il avait disparu depuis presque un an, donc personne ne l'avait vu. Et il était gravement décomposé, presque au point où il n'y avait presque plus de peau, ou à peine quelque chose pour, vous savez, le médecin légiste puisse déterminer s'il y avait des résidus de tir sur sa main. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour qu'il puisse tester afin de voir s'il s'agissait d'une blessure par balle auto-infligée. Et le fait que l'arme soit toujours là, encore une fois, c'est bien, mais sans le projectile, qui apparemment n'a pas été retrouvé dans son crâne. Alors, où est le projectile? C'est là que les enquêteurs auraient dû retourner sur place, faire des tests et effectuer une recherche en quadrillage. Écoute, tu cherches un seul petit projectile. Ça va être très difficile de la trouver, mais au moins cela permettrait d'associer la balle à l'arme. Sans cette balle, sans ça, sans le projectile, tu ne peux pas dire que cette arme était l'arme du crime, ou l'arme du suicide, peu importe comment tu veux l'appeler. Mais encore une fois, tout cela fait partie des tests que j'espère la police d'État du Nouveau-Mexique est en train de faire. Passons à ce que tout le monde attend, non? La véritable cause du décès. Voici ce que le rapport dit à propos du traumatisme. Citation. Il y avait un traumatisme crânien causé par un projectile. Le projectile est entré à la base du crâne du côté droit, endommageant la partie antérieure gauche de C1 et le côté gauche du foramen magnum. L'angle d'entrée allait de la droite vers la gauche, de bas en haut, et légèrement de l'arrière vers l'avant. Le projectile a traversé la partie pétreuse gauche et est sorti du crâne par la partie squameuse de l'os temporal. D'accord, pouvez-vous nous expliquer ce qui est significatif à ce sujet? Parce que, encore une fois, ce que nous essayons de déterminer, c'est ce qui lui est arrivé. Et nous n'avons pas de mode de décès, n'est-ce pas? Ils ont indiqué que le médecin légiste n'a pas pu déterminer s'il s'agissait d'un homicide, d'un suicide ou d'un accident. Même s'il semblait y avoir une blessure par balle et que l'arme à feu était à proximité. Qu'en pensez-vous? Je veux dire, qu'est-ce que nous devrions comprendre de ce qu'ils ont déterminé ici? Eh bien, il y a beaucoup de questions concernant la direction de la trajectoire de la balle. Vous savez, sur la façon dont elle se déplace et comment cela aurait pu se produire. Mais il faut y réfléchir. C'est-à-dire que si une personne est suicidaire, quelqu'un veut mettre fin à ses jours et se tire une balle volontairement. Quels sont les deux cas les plus probables qu'on va voir? Soit mettre l'arme sous le menton, dans la bouche, ou parfois, vous savez, sur le front. Je pense que cet angle est assez étrange pour moi, donc j'ai dit « Écoutez, c'est là encore où je mène mon enquête. Je mène mes enquêtes en examinant toutes les possibilités, mais c'est vers cette hypothèse que je penche. Ceci ici n'est pas une trajectoire normale pour une blessure par balle auto-infligée. Ce ne serait pas normal. Est-ce impossible? Non, ce n'est pas impossible. Mais pour moi, j'aurais donc tendance à pencher vers l'idée qu'il s'agit d'un homicide à cause de la trajectoire, de l'entrée, du mouvement de la balle. Encore une fois, quelqu'un qui se suicide, il est simplement bouleversé. Tout ce qu'il va faire, c'est mettre l'arme sous son menton comme il le voit dans les films ou comme il le lit dans les livres. Donc ce seraient les choses les plus probables. Si je voyais la balle ici, ou si je voyais la balle là, dans ma tête, alors je me dirais, d'accord, ça m'orienterait dans cette direction. Mais ça, ici, la description de la façon dont la balle est entrée et sortie, en touchant une partie de C1, vous savez, la partie supérieure de la colonne vertébrale. Je pense que tous ces éléments m'orienteraient, en tant qu'enquêteur, dans cette direction.
Cela semblerait être un homicide, que quelqu'un l'a tué. Et ensuite, cela commencerait le raisonnement sur le pourquoi. Donc, nous devons déterminer les motifs qui est probablement en cause. Il y a la famille, les collègues, ou peut-être que c'était un individu au hasard et elle était juste assise là, allongée là. Et un individu au hasard est venu et l'a tué sans raison. C'est aussi une possibilité. Mais ensuite, on se demanderait, d'accord, pourquoi le revolver, vous savez, l'arme, est-elle là? Est-ce qu'un tueur ferait vraiment ça? Donc il y a beaucoup de questions. Et avec un manque, vous savez, de réponses à ces questions, vous allez avoir beaucoup de théories et avoir des conversations exactement comme celle-ci. Et tant que les autorités de l'ordre public du Nouveau-Mexique ne se plongent pas vraiment dans le vif du sujet de l'enquête et ne découvrent pas ce qui se passe avec le manque d'informations que vous allez trouver, cela va soulever beaucoup plus de questions. Mais voilà le truc, puisque ce n'est pas considéré comme un suicide par le médecin légiste, les forces de l'ordre du Nouveau-Mexique doivent avancer en considérant qu'il s'agit peut-être d'un homicide. Donc, j'espère qu'ils prennent cela au sérieux et qu'ils se disent « d'accord, cela pourrait être une enquête pour homicide » et qu'ils ne se contentent pas de rejeter l'affaire en disant « d'accord, c'est un suicide, on boucle le dossier ». Quelqu'un pourrait se demander, comment est-ce possible, n'est-ce pas? Comment est-ce possible qu'il ne puisse pas le déterminer? Eh bien, je veux relire un extrait du rapport directement. Il est écrit « Étant donné l'état de décomposition avancé du corps et le manque d'informations disponibles au moment de la rédaction de ce rapport concernant les circonstances de sa mort, le mode de décès est certifié indéterminé. » Maintenant, il y a quelque chose à mentionner. La famille a engagé sa propre équipe de recherche. Ils ont trouvé des preuves que les forces de l'ordre auraient apparemment manqué. Donc, je veux vous lire ceci du rapport d'autopsie. Citation. Le 24 juin 2026, j'ai reçu un sac mortuaire pour nourrissons de FDMI Martinez à la réception de l'OMI. FDA Martinez et l'agent Mata du NMSP s'étaient rendus au cabinet d'un avocat à Albuquerque, qui avait reçu des restes supplémentaires d'un détective privé à Taos, lequel avait fouillé la scène après le départ de l'équipe de récupération. Donc, l'équipe de recherche de la famille a apparemment trouvé ces preuves potentielles supplémentaires qui ont été remises au médecin légiste plusieurs semaines après la découverte initiale. Quelques points ici. Premièrement, donc maintenant vous parlez de la décomposition, de la façon dont elle pourrait limiter votre compréhension de ce qui est arrivé à Melissa. Mais en même temps, il semble préoccupant que des preuves aient été trouvées sur une scène de crime ou une scène de crime potentielle après que les forces de l'ordre soient déjà parties, non? Non, c'est extrêmement préoccupant. Écoutez, je ne sais pas si la preuve matérielle a été trouvée à 3 mètres, à 5 mètres du corps. Mais d'après ce que j'ai compris, la famille a été informée par l'entité de l'État, que ce soit la police d'État ou quiconque était sur la scène de crime, que la scène avait été libérée. Voici l'emplacement de son corps. Vous pouvez vous y rendre. Et puis, pendant qu'ils étaient sur place, ils trouvaient d'autres preuves matérielles. Et c'est extrêmement troublant de constater cela. Je dirais que c'est traumatisant pour la famille de découvrir non seulement d'autres preuves matérielles, mais aussi peut-être des parties du corps qui les récupèrent. Mais cela remet en question la validité et l'intégrité de l'équipe de recherche initiale, à savoir combien d'efforts ils ont réellement fournis. Je suis content que la famille ait fait venir sa propre équipe, son propre enquêteur privé pour examiner tout cela. Et d'après ce que j'ai vu dans certains rapports, vous savez, et je l'ai entendu parler, il est extrêmement expérimenté dans ce domaine. Et je suis content qu'il ait fait cela. Il a trouvé cela. Mais vous savez, et je partage ses déclarations à ce sujet, c'est troublant de constater que vous trouvez des éléments supplémentaires, et pas seulement un ou deux, mais plusieurs pièces à conviction qui sont retrouvées sur les lieux d'une possible scène de meurtre. Vous pouvez comparer cela à d'autres scènes. Jamais vous ne libéreriez une scène sans l'avoir complètement, en examiner minutieusement la zone et en l'ayant fouillée. Et je comprends. Je comprends que c'est physiquement très très éprouvant pour l'équipe de monter là-haut avec tout l'équipement qu'ils devaient avoir. Et je suis sûr qu'ils étaient épuisés. Je suis sûr qu'ils étaient à bout. Mais cela ne l'excuse pas. Cela ne vous donne pas, vous savez, une excuse pour manquer des preuves matérielles. Ils auraient dû prendre leur temps, tout revoir, s'assurer que la scène est sécurisée, établir un périmètre, que ce soit, vous savez, quelques centaines de mètres dans chaque direction, et s'assurer que vous avez tout. Et une fois que c'est fait, repasser la zone en revue. Encore une fois, j'ai travaillé sur de nombreuses scènes de crime avec des équipes de collecte de preuves, dans mes propres affaires comme en appui sur d'autres dossiers. Vous passez tout au peigne fin et vous vous assurez d'avoir tout récupéré. Ce n'était pas un petit morceau de fibre ou autre chose. C'était une preuve importante qui a été manquée. Et je veux lire un autre extrait du rapport concernant ce qui a réellement été trouvé. Nous essayons de comprendre cela. Je cite. « Les restes reçus le 24 juin 2026 comprenaient les diaphyses du radius et de l'ulna gauche, les diaphyses de 2 métacarpiens et quelques petits fragments d'os. »
Les restes, récupérés le 2 juillet 2026, comprenaient les vertèbres cervicales 2 à 5 et une grande partie du pied gauche. Wow! Et nous savons aussi, d'après l'avocat de la famille, il y avait du papier déchiqueté, des cheveux et des vêtements avec d'éventuelles traces de sang. Tout cela a été récupéré, apparemment, par l'équipe de recherche privée de la famille. Ouais. Et c'est ce que je dis, c'est pas juste ce morceau de papier. Il y avait des preuves physiques, des os. Il y avait des preuves biologiques, des vêtements tachés de sang. Il y avait des vêtements qui pouvaient avoir des résidus de tir dessus. Ça pourrait montrer si un vêtement sur sa jambe présenterait des résidus de tir. Tout fait partie du tableau que ces enquêteurs veulent dresser de cette scène. Tout fait partie de la scène, et rien n'aurait dû être écarté. Surtout les os. Mais comme je l'ai dit, le traumatisme que sa famille a dû subir en voyant qu'il restait encore des parties de son corps sur place. Et je serais incroyablement indigné contre les forces de l'ordre du Nouveau-Mexique qui ont mené la fouille. Je serais furieux en tant que membre de la famille, mais aussi en tant qu'agent expérimenté. Je serais furieux contre eux pour ne pas avoir recueilli toutes les preuves et pris le temps de bien faire les choses. Et que mon équipe ait dû le faire à leur place. Donc à partir de maintenant, le problème est le suivant. Et comme pour tout ce que nous faisons, si vous rencontrez un problème à partir de maintenant, comment pouvez-vous avoir confiance que tout est fait correctement? D'accord, si vous avez échoué dans quelque chose d'aussi simple que de ramasser des éléments de preuve, comment pouvez-vous savoir que des détectives font tout correctement? Donc je suis absolument d'accord pour que la famille ait sa propre équipe privée sur place. Et j'espère que ce détective privé pourra avoir accès à certaines informations, à certains éléments de preuve, afin qu'ils puissent les examiner. Évidemment, ils n'auront pas accès au dossier, mais ils font de leur mieux pour s'assurer que cela soit traité correctement. Je veux aborder 2 autres points à ce sujet. Donc, les analyses toxicologiques réalisées sur ce qui semble être du tissu cérébral a révélé la possible présence de marijuana. Bien que je doive préciser que le résultat n'était qu'un dépistage préliminaire. Il n'a apparemment jamais été confirmé par des tests plus spécifiques. Il y a aussi la question, vous savez, de l'effet de la décomposition. L'arme de poing aurait été enregistrée au nom du mari de Melissa Cassius, Mark Cassius. C'est selon le podcast Crime Junkie. Los Angeles Magazine a contacté les autorités pour confirmer cela. Et je veux aussi clarifier une autre chose. Donc, la famille paternelle de Melissa Casillas a publié un communiqué. Ils ne croient pas qu'elle ait mis fin à ses jours. Ils ont essentiellement dit « Nous voulons clarifier quelque chose. La famille Mondragon, ainsi que les familles et amis les plus proches de Melissa, ne croient pas que Melissa se soit ôté la vie. Ceux qui connaissaient et aimaient Melissa savent à quel point elle aimait profondément sa fille. Depuis le tout début, sa famille a toujours affirmé que Melissa n'aurait jamais quitté sa fille de son plein gré. Tu as soulevé un excellent point, n'est-ce pas? L'idée de savoir comment faire confiance à cette enquête à l'avenir, où devrait-elle aller à partir d'ici? Et es-tu préoccupé par le fait que nous n'ayons pas de réponse précise à ce stade? Eh bien, je pense que l'un des problèmes, c'est le temps qui s'est écoulé depuis le début de l'enquête. Évidemment, le corps, tu sais, un cadavre fournit énormément d'indices sur ce qui est arrivé à la personne. Même un corps enterré à 2 mètres sous terre conservera beaucoup de preuves physiques. J'y ai déjà été. J'ai déterré un corps qui était enterré à 2 mètres de profondeur dans le New Jersey, qui avait été assassiné par MS-13. Et c'était une véritable mine d'indices, même s'il avait été enterré pendant plusieurs semaines. Je ne compare pas ça à 1 an. Mais ce corps est resté dehors pendant 1 an, évidemment. Il a probablement été attaqué par des animaux. Mais il y a aussi les données du téléphone portable. Donc, apparemment, ces téléphones portables ont été complètement effacés de toutes les données, de toutes les informations. Ce que sa famille dit n'est pas normal. Et aujourd'hui, on dépend tous de nos téléphones aujourd'hui. Pourquoi son téléphone aurait-il été, vous savez, effacé? Pourquoi aurait-elle fait ça? Donc il y a beaucoup de questions. C'est pas juste qu'elle soit partie faire une randonnée et qu'elle se soit suicidée ou qu'elle ait été tuée. Il y a plus que ça. Le fait que son téléphone... Pensez-vous que cela leur met la pression pour poursuivre l'enquête? Devrait-il faire une annonce officielle? Nous poursuivons cette enquête. Je veux dire, j'ai l'impression qu'ils sont obligés de le faire, vu toute l'attention que cela suscite. Qu'ils reçoivent. Il y en a trop. Écoutez, si vous n'avez que le corps, encore une fois, ce serait suspect pour moi. Oui. J'aurais besoin d'avancer. Le fait que tu aies le soupçon supplémentaire que les téléphones aient été effacés, tu sais, qu'on l'ait vu marcher sur la route, en dehors de sa routine quotidienne, tu vois, dans la vie de tous les jours, comme elle le ferait normalement. Il s'est passé quelque chose qui l'a fait dévier. Qu'on lui ait dit de dévier, ou qu'elle l'ait fait d'elle-même. Il y a quelque chose là. Ce qui veut dire que sans ces réponses claires, les forces de l'ordre ne peuvent pas dire de façon définitive qu'il s'agit d'un suicide. Ils doivent partir du principe
qu'il s'agit peut-être d'un homicide. Et c'est absolument comme ça qu'il devrait avancer. C'est incroyable. Oui, c'est difficile de donner un sens à tout ça. Daniel Brunner, merci beaucoup d'être venu. J'attendais avec impatience l'occasion d'analyser ce rapport avec vous pour essayer de le comprendre. J'apprécie toujours votre point de vue. Avec plaisir, Jesse, quand vous voulez. Et c'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Et comme toujours, abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcasts, Spotify ou partout où vous écoutez vos podcasts. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Peacock de NBC. Si vous voulez me suivre sur X, Instagram ou mon émission sur News Nation, Jesse Weber Live, du lundi au vendredi à 23h de l'Est. À la prochaine tout le monde.